L'affaire Kenji Girac est en train de prendre un tournant extrêmement sombre auquel même moi, je ne m'attendais pas. Les choses sont en train de tourner vinaigre pour notre gendre idéal. Une, une image de lui est en train de s'effriter. Il avait construit une carrière avec une réputation assez lisse et aujourd'hui, grâce ou à cause, c'est selon, si on est fan de lui ou pas, sa compagne, Soraya Miranda, et l'enquête suite au fameux, vous savez, un coup de feu qui a eu lieu à Biscarrosse, eh bien, on découvre des choses, des éléments assez troublants, des vérités qui étaient cachées, qu'on ignorait sur Kenji et qui sont assez tristes, ma foi. Voilà. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est BCS, j'espère que vous allez bien. Ce live est un update que je vous avais promis sur l'affaire Kenji Girac que j'ai déjà eu à traiter quand c'est sorti. Voilà, donc si vous voulez avoir plus d'informations sur le commencement de tout ça, n'hésitez pas à aller checker ma première vidéo. Celle-ci, c'est un update, donc je ne vais pas me répéter. Je vais juste parler des nouveaux éléments qui sont sortis. Alors, hop là, voilà. Les membres YouTube et Platine, ceux qui ont pris l'abonnement tout compris, tout complet, ont eu accès à ce live en avant-première. Et donc, du coup, ce que la team gratuité va regarder uniquement le replay. Alors, c'est parti, jingle. Ouf, l'affaire Kenji Girac, ça devient de plus en plus glauque. On va en parler, ne vous inquiétez pas. Alors, je vais même prendre une photo de circonstance parce que on est vraiment en plein dedans. C'est voilà, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Alors, Kenji, il y a du nouveau dans cette affaire, il y a du gros rebondissement, du retournement de situation. C'est Jean de Dallas, hein, ce qui est en train de se passer avec Kenji Girac. On en sait un peu plus sur sa compagne Soraya. Et on a plus d'éléments hein, sur leur rencontre, sur leur couple, et également sur Kenji. Et apparemment, ça ne va pas du tout pour Kenji. Hein, malgré la gloire et la richesse, ça ne va pas du tout dans sa vie. Bon, on dit souvent que l'argent ne fait pas le bonheur et la gloire encore moins. Et bien là, pour le coup, Kenji, il le confirme. Il confirme véritablement ce qui se dit avec cet adage. Alors, les filles, Kenji Girac, la descente aux enfers du gendre idéal. Le titre est bien choisi. Ça ne va, mais vraiment, vraiment pas pour Kenji. Qu'est-ce qui se passe? Il y a donc des nouveaux éléments qui sont ressortis. La première version de Kenji, je vais la résumer, il a dit que en rentrant dans la caravane, donc dans le camp gitan, où il séjournait depuis quelques jours en vacances avec sa fille et sa femme, il a acheté un pétard dans une brocante. En manipulant le pétard, tard dans la nuit, le pétard sans faire exprès, il s'est tiré dessus tout seul et puis il a été blessé gravement. Bon, son état vital n'a jamais été engagé, contrairement à ce qui a été dit par BFM TV au début, mais il expliquait que c'était un pur et simple accident domestique et qu'il est le seul à être blâmable dans cette histoire. Sauf qu'il y a du nouveau. Il y a énormément de nouveau dans cette enquête. Premièrement, et ça, je trouve ça quand même, c'est l'une des parties les plus intéressantes de cette histoire, et je pense qu'on n'en a pas du tout fini avec cette affaire. On en sait plus sur le couple Soraya, Miranda et Kenji. Cette fois-ci, j'ai la bonne photo. Je m'excuse pour la dernière fois. J'ai fait un erratum, je me suis excusée, j'ai rectifié les choses par la suite. Alors, Soraya Miranda, on en sait plus sur elle. Soraya Miranda est d'origine suisse.
Voilà, elle est d'origine suisse, elle n'est pas française, comme Kenji. Ils se sont rencontrés en Suisse, et oui, ils se sont rencontrés là-bas en 2014, alors que Kenji venait de gagner le fameux télécrochet qui l'a rendu célèbre, qui l'a définitivement rendu célèbre, The Voice. En Suisse, donc je répète, en 2014, Miranda, qui est suisse et qui est née en Suisse, qui a toute sa famille en Suisse, qu'elle voit régulièrement, chaque mois, elle va les rejoindre. Ils rencontrent les deux, ils ont vécu une relation à distance, elle en Suisse, lui en France. Et il faut savoir que leur relation, qui a commencé sur un coup de foudre, n'était pas du tout appréciée par les gens du voyage. Miranda n'était pas acceptée par les gitans parce qu'elle ne fait pas partie elle n'est pas gitane. Donc la communauté l'a pas du tout acceptée. Et en plus d'être une fille qui n'a rien à voir avec la communauté gitane, ce qui la mettait encore plus en porte-à-faux avec la famille de Kenji et le clan gitan, c'est qu'elle est féministe. Et vous savez que les gitans sont très traditionnalistes. Eux, le féminisme, c'est pas leur truc. Et ce n'est qu'à partir de 2020 que les choses commencent à s'améliorer pour le couple. Miranda et Soraya Miranda et Kenji emménagent ensemble dans la région parisienne. Donc, fini la relation à distance. Alors que Miranda était déjà enceinte de leur fille qu'elle a accouché en 2021. Et c'est à partir du moment où elle a accouché de leur fille que la famille de Kenji et la communauté gitane a commencé à accepter Soraya Miranda dans la famille. Donc, il faisait beaucoup de va-et-vient comme ça, là, en vacances, dans les camps gitans, parce que Kenji, lui, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, il était hors de question qu'il arrête son mode de vie gitan, parce qu'il n'était pas très heureux à Paris. Il a essayé, il n'était pas heureux. Tout ça, je l'avais précisé dans la première vidéo. Le problème, c'est que le mode de vie de Kenji, toujours en route, à cause soit de son travail ou de son mode de vie gitan, qui fait qu'il est toujours en vadrouille, eh bien, Miranda, ça commençait à la peser. Et du coup, leur couple commençait à battre de l'aile avant le tragique événement qui est arrivé la nuit du dimanche au lundi 21 avril. Soraya commençait à envisager de quitter Kenji, notamment pour le bien-être de leur fille, qui, pour elle, Soraya, Miranda, elle veut que leur enfant soit scolarisé. Or, le fait d'être toujours en route, toujours en voyage, bloquait, entravait en fait la scolarité de leur fille. Et Soraya, elle tient à ce que leur fille aille à l'école. Et à cause de ça, eh bien, des tensions sont nées dans le couple. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est important pour la suite des événements. Ça va même être l'événement clé de toute cette affaire. Le couple Miranda, Soraya et Kenji, au moment du drame, battait de l'aile. Soraya envisageait de quitter Kenji définitivement pour le bien de leur fille et parce qu'elle en avait ras-le-bol de ce mode de vie. C'est une femme qui est très discrète d'après les propres aveux de Kenji. C'est pas une femme des réseaux. Elle n'aime pas s'afficher, être la femme d'un chanteur. Ça lui plaît pas forcément. Elle est amoureuse de Kenji, elle l'aime. Ils ont eu un enfant ensemble, mais ce mode de vie ne lui convient pas du tout. Alors, ça, c'est pour les nouveaux éléments concernant le couple en lui-même. On va revenir là-dessus plus tard. Autre chose, concernant maintenant, vous savez que dans la vidéo précédente, je vous avais dit que l'information devait être à vérifier, mais elle a été confirmée par les médias. À un moment donné, après le drame, les caravanes, plus de 80 caravanes du camp où se trouvait Kenji, ici, là, excusez-moi, à Biscarrosse, ont commencé à discrètement quitter les lieux, alors qu'une enquête était en cours.
Donc ça, excusez-moi. C'était une vidéo espion d'une personne qui a filmé la scène. Donc ça, c'était une vidéo espion d'une personne qui avait filmé la scène. Mais n'ayant pas eu de confirmation dans les médias, je vous avais dit que par prudence, je préfère dire que parler au conditionnel. Il semblerait que les caravanes du camp Gitan Biscarrosse sont en train de fuir les lieux. Et en fait, maintenant, on en sait plus. Nouvel élément. En fait, effectivement, ça a été confirmé par les médias, notamment BFM, que les caravanes ont quitté les lieux pendant l'enquête sur l'affaire Kenji, mais c'était pour se rendre, pas pour fuir la police, mais pour se rendre au chevet, à l'hôpital où se trouvait Kenji afin de le soutenir. C'est leur version des faits au camp Gitan. Version qui a été relayée, bien évidemment, dans les médias sur BFM. Et ils ont dit qu'ils ne quitteront pas les lieux tant que Kenji ne sera pas sorti de l'hôpital, en solidarité. Effectivement, Alice, 80 caravanes, les 80 caravanes présentes sur cette aire d'accueil des gens du voyage à Biscarrosse, eh bien, elles ont quitté les lieux. Ce matin, on a pu assister à leur départ avec Valentin Rivolier. Tout d'abord, 70 caravanes ce matin, la famille, les plus proches du clan de Kenji Girac, et puis une dizaine de caravanes, des gens un peu plus éloignés de la famille. On a pu cet après-midi échanger avec de nombreuses personnes de cette communauté des gens du voyage. Ils nous ont donné quelques renseignements. Ils nous ont notamment indiqué qu'ils partaient pour rejoindre le plus proche possible l'hôpital de Pessac. On a notamment pu échanger avec deux personnes. Ces deux personnes, nous les appellerons Thiago et Sonia. Thiago, il m'explique bien que c'est important de rester aux côtés de la famille, d'être au plus proche de notre Kenji. Il y a une forte solidarité. C'est normal, ça fait partie de nos valeurs. Et puis Sonia, elle répond, elle, nous avons décidé de partir à Bordeaux avec nos caravanes pour soutenir Kenji. Nous resterons là-bas le temps qu'il faudra jusqu'à sa sortie de l'hôpital. Il faut dire qu'il y a eu un impressionnant cortège qui a donc quitté Biscarrosse aujourd'hui. L'objectif était de se rapprocher au maximum. Ils ont trouvé, selon nos informations, une aire de stationnement à proximité de cet hôpital de Pessac où est hospitalisé le chanteur de 27 ans. Forte solidarité et lente générosité, puisque même si des personnes qui ne faisaient pas partie de la famille de Kenji Girac, eh bien, ils ont quand même suivi le mouvement et ils vont donc rester à proximité de l'hôpital jusqu'à la sortie de l'artiste. Pour ceux qui connaissent un petit peu la communauté gitane, ceci n'est pas surprenant. C'est une communauté, c'est un des peuples les plus communautaires de la planète. Ils sont très solidaires, ils sont très bienveillants les uns envers les autres, très protecteurs, un petit peu macho, pour ne pas dire beaucoup macho, mais c'est une famille, en fait. C'est une véritable famille au sens le plus large et le plus strict du terme. Donc, cette solidarité n'est pas surprenante. Donc, ça, c'était pour l'autre élément de l'affaire. En ce qui concerne donc la caravane, pour en revenir aux caravanes, d'après l'enquête, d'après les nouveaux éléments, contrairement à ce qui a été dit dans un premier temps, notamment par les médias et par Kenji, le tir ne provenait pas de l'extérieur de la caravane, n'avait pas eu lieu pendant que Kenji était dehors en train de blablater, de chanter et de jouer de la musique avec une vingtaine de gitans. Non. D'après les éléments de l'enquête, le tir provient de la caravane de Kenji. Donc, il était à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Ça, on va en revenir, ne vous inquiétez pas. OK ? Autre chose, concernant la brocante. Souvenez-vous que Kenji avait affirmé dans sa première version qu'il avait acheté ce fameux pétard dans une brocante, la brocante de Tess. OK ? Mais en fait, le responsable et je vous avais expliqué que c'était impossible qu'il puisse avoir accès à un pétard fonctionnel parce que, la loi l'interdit dans les brocantes. C'est très réglementé. En France, le fait de posséder et d'acheter un pétard, c'est très réglementé. Il y avait eu un cas d'un contrevenant qui avait quand même vendu dans une brocante un pétard fonctionnel, mais il avait été condamné à du sursis, à 3 mois de sursis et une interdiction de port et d'utilisation et de vente de pétards pendant 1 an. Donc, j'avais également expliqué et prouvé que c'est à la discrétion qu'on peut, dans une brocante, vendre des pétards, mais qui ne sont plus fonctionnels, qu'on ne peut plus utiliser, mais
que ceci était sous la responsabilité de l'organisateur de la brocante. C'est lui qui devait vérifier que des ventes de pétards étaient faites dans sa brocante et devait le valider ou l'invalider. Eh bien, là, dans l'affaire Kenji, nouvelle révélation, le brocanteur, le responsable de la brocante, où Kenji prétend avoir acheté son pétard, nie, infirme la version de Kenji. Il dit que, premièrement, lui-même, il a en aucun cas constaté une vente d'un quelconque pétard dans la brocante. Et deuxièmement, c'est donc impossible que Kenji ait pu l'acheter là-bas. Oui, c'est Maël Janton et Clément Granon qui ont donc pu échanger avec l'organisateur de cette brocante par téléphone. On va vous donner quelques éléments de contexte. Kenji Girac, eh bien, il aurait donc déclaré aux enquêteurs avoir acheté une arme à feu la veille sur une brocante de la commune de la Teste-de-Buch. C'est à 20 km de l'endroit où l'on se trouve avec Valentin Rivolier. Ce brocanteur, cet organisateur de brocante, eh bien, il s'appelle Dominique. Cela fait plusieurs années qu'il organise cette brocante le dimanche en extérieur et il a donc déclaré, eh bien, je ne pense pas que Kenji Girac soit venu sur la brocante. Sinon, il y aurait eu un attroupement de personnes, selon lui, concernant le règlement. Parfaitement logique. C'est vrai que si une grande star comme Kenji se rendait dans une brocante, il y aurait eu des témoins. Je continue à citer Dominique. Il est écrit de ne pas vendre des armes, uniquement des armes de collection. Tout le monde est au courant de cette réglementation. Il y avait au total, selon Dominique, 70 exposants. Donc dimanche dernier, je ne peux pas tout vérifier, mais je n'ai pas vu d'armes sur les stands. Je n'ai même pas vu les gens du voyage et il persiste en disant eh bien, que si Kenji était venu, il aurait forcément eu un attroupement. Cette arme à feu, on va le rappeler, elle a été retrouvée par les enquêteurs lorsqu'ils se sont rendus sur place, sur cette terre d'accueil des gens du voyage. Une arme à feu qui était donc démunie de son chargeur. Autre rebondissement dans l'affaire Kenji, c'est Kenji lui-même. En effet, le chanteur a modifié sa version des faits. Dans un premier temps, il a expliqué que c'était un accident domestique. Et vous savez que, entre-temps, beaucoup de personnes ont accusé Soraya, ont accusé sa compagne d'être celle qui a tiré sur Kenji. Eh bien, est-ce que c'est ça qui a motivé le changement de version de Kenji ou pas? L'avenir nous le dira. Mais quoi qu'il en soit, il s'avère que Kenji a dit aux enquêteurs que finalement, il a menti dans sa première version et qu'en réalité, si effectivement c'est lui-même qui a manipulé le pétard, eh bien, c'était dans le but de faire peur à Soraya afin de simuler une tentative de S, une fausse TS, pour décourager Soraya de le quitter, parce qu'au moment des faits, Soraya lui avait demandé, en fait, lui avait dit qu'elle envisageait de partir, et cette fois-ci pour de bon. En gros, de le laisser tomber. Et c'est sur le coup de l'émotion, la peur de perdre Soraya, qu'il aurait tiré afin que Soraya entende le bruit, le coup de feu, et panique et ne parte pas. Voici ce qu'il dit aux enquêteurs. Ouvrez les guillemets. Je voulais faire entendre le bruit de la détente à Soraya pour qu'elle ne parte pas, qu'elle me dise d'arrêter, qu'elle ne parte pas. En aucun cas, c'est ma femme qui m'a tiré dessus. J'ai fait ça parce que j'ai eu peur quand j'ai vu qu'elle allait partir. Gros rebondissement dans l'affaire. Donc finalement, c'était une fausse TS que Kenji aurait fait pour éviter à sa femme de le quitter définitivement. Et bien justement, en parlant de cette fameuse dispute et de cette rupture dont parle Kenji, qui l'aurait tellement effrayé qu'il aurait commis un acte pas très intelligent, il faut le dire, eh bien, lors de son audition, Soraya, la compagne de Kenji, a fait de nombreuses révélations assez effrayantes et assez terribles quand même. Elle a retracé les faits.
Voici ce qu'elle dit. Dimanche, Kenji va au salon nautique avec sa famille, elle et leur fille. Tout va bien, tout se passe très bien, mais au bout d'un moment, Soraya, elle rentre dans le camp avec leur fille et Kenji, accompagné d'une quinzaine de personnes, ne rentre pas chez lui. Lui, il part au casino avec ces personnes-là. Et là-bas, il s'imbibe, il lève le coude, il boit beaucoup et également, il s'enfarine. Il prend de la farine. Et c'est qu'à 23h30 qu'il rentre dans le camp gitan pour retrouver sa femme et sa fille. Entré dans la caravane où il séjourne avec sa fille, où il vit avec sa fille et sa femme, il se met à mettre de la musique, à faire de la musique à fond. Et là, une dispute éclate entre Soraya et Kenji. Soraya lui dit, en fait, de faire beaucoup moins de bruit parce qu'il est en train il vient de réveiller leur fille qui est en train de dormir. Elle lui dit, va faire ton bruit ailleurs. Kenji sort de la caravane, toujours imbibé et dans un état second, parce que 2 grammes, d'après le procureur, 2 grammes de bibine ont été retrouvés dans son sang et des traces de farine ont été retrouvées également dans son sang. Kenji sort de la caravane, imbibé, énervé, il rentre dans sa voiture et arrivé dans sa voiture, il augmente le son de la musique. S'en est suivi un échange extrêmement houleux entre Kenji et Soraya par texto. Soraya qui lui dit « Arrête, baisse le son, tu es en train d'empêcher notre fille de dormir. » Et ce n'est qu'à 3h30 du matin que Kenji revient dans leur caravane. Et là, toujours dans un état second, il réveille leur fille qui était en train de dormir à plusieurs reprises pour lui dire « Je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Soraya, complètement excédée, elle en a ras-le-bol. Elle dit à Kenji, écoute, j'en ai assez. Tu vas devoir choisir. Soit c'est toi qui sors, qui quitte les lieux, soit c'est moi qui pars. Et sur ces paroles, elle va se réfugier dans leur chambre. Et elle laisse Kenji seul dans le salon. Et c'est à 5h30 du matin que Soraya entend, boum, la détonation. Juste après que Kenji, énervé, est tapé contre les murs du salon. Elle entend la détonation. Elle demande tout de suite à ce que les secours viennent chercher Kenji. Et c'est là que Soraya, en fait, elle explique que depuis un certain temps, Kenji, en fait, il a un petit côté sombre. Il est en train de sombrer depuis un certain temps dans l'addiction, la boisson et la farine, à cause des tensions qu'il y a dans leur couple. Une enquête a été faite. Voici concernant les tirs sur la caravane. Alors, les gens du voyage sont des citoyens français qui ont un mode de vie itinérant, qui sont sur notre territoire depuis maintenant plusieurs siècles. Ce sont des gens qui vivent de manière semi-itinérante, c'est-à-dire que pendant les périodes hivernales, ils restent en général sédentaires dans des terrains qu'ils ont acquis, en général en périphérie des grands centres urbains. Et pendant les périodes estivales, n'est-ce pas, ils vont pouvoir partir un petit peu à travers toute la France. Les aires d'accueil dont nous parlons, ce sont des aires de grand passage, ce sont des aires qui sont somme toute assez ouvertes. En fait, ce sont des aires qui sont mises à la disposition par les départements aux gens du voyage pour qu'ils puissent stationner de manière convenable pendant les périodes estivales. Avec un point d'eau exactement, voilà. Avec un accès pour les personnes à mobilité réduite, avec un accès pompier, etc. Donc c'est quelque chose qui est assez encadré. Donc déjà, sur le propos de l'aire d'accueil, c'est quelque chose qui est en fait assez ouvert et quelque chose qui est assez accessible. C'est pas quelque chose de fermé dans lequel les gens du voyage sont pour peut-être se protéger du monde extérieur. La seconde chose, c'est qu'aujourd'hui, les gens du voyage ont vraiment la volonté de, comment dirais-je, collaborer, que ce soit d'un point de vue judiciaire, que ce soit d'un point de vue politique, que ce soit d'un point de vue culturel, social, avec les Français. Ce sont des Français comme les autres et ils sont ouverts aujourd'hui. Et lorsqu'il y a des enquêtes de ce type, bien évidemment, ils sont ouverts. En général, on va désigner au sein de la communauté une espèce de porte-parole. C'est un pasteur, c'est parfois un chef de famille qui va un peu jouer ce rôle d'intermédiaire, ce rôle de lien entre la communauté et entre l'État français. Et c'est comme ça que les relations peuvent se créer. Donc, ça ne me surprend pas que la personne vous ait dit qu'aujourd'hui, c'est facile d'entrer en contact avec les gens du voyage et de parler avec eux. Donc, concernant l'enquête a révélé, donc vous savez qu'il y a eu des analyses qui ont été faites sur Soraya pour vérifier si elle avait des résidus de poudre sur elle et savoir si elle était à l'origine du tir, également sur Kenji. Et en fait, il s'avère que l'enquête a révélé que Soraya était innocente, qu'on n'a retrouvé aucune trace de dispute physique sur elle, ni de traces de poudre. Et du coup, elle a été
écartée des suspects. Aujourd'hui, elle n'est plus suspectée de quoi que ce soit et il semble que les analyses vont dans le sens de la version de Soraya. D'ailleurs, le procureur, Olivier Johnson de Marsan a organisé une conférence de presse le 25 avril en plein après-midi où il a fait part non seulement de ses doutes quant à la version, il faisait part de ses doutes quant à la version des faits de Kenji et il a donné également d'autres éléments. Donc, il a donné plus de précisions sur Soraya, sur l'enquête, etc. Écoutons-le. Il est du coup revenu sur sa première version. Il ne dit plus que le coup est parti involontairement, comme il l'avait déclaré initialement. Il a indiqué que, en fait, cette impulsion a consisté pour lui à vouloir faire peur à sa femme, à vouloir l'impressionner. Il indique qu'il a eu lui-même très peur quand il a entendu parler de départ, qu'il a eu un moment de panique et qu'il a à son tour voulu lui faire peur. En quelque sorte, il a simulé un suicide, dit-il. Il précise qu'il a alors omis de vérifier si le chargeur qui était placé plus exactement dans cette arme de poing comprenait des munitions ou pas. Il le croyait vide, dit-il, et c'est volontairement qu'il a inséré le chargeur, et c'est volontairement qu'il s'est tiré dessus. Il dit ceci: en aucun cas, c'est ma femme qui m'a tiré dessus. J'ai fait ça parce que j'ai eu peur, j'étais tout seul, ma famille n'était pas là, il faut comprendre son père, sa mère, ses sœurs. Quand j'ai vu qu'elle allait partir, j'ai eu peur. Il précise qu'il n'avait jusqu'alors pas donné cette version à sa famille et qu'il leur avait dit que le coup était parti tout seul. On lui a demandé des précisions, il a donné les précisions suivantes. J'ai pris l'arme avec la main gauche par le canon, je l'ai amené à ma main droite, je tenais le pistolet avec ma main droite et j'ai orienté le canon vers ma poitrine en me tenant avec ma main gauche pour faciliter le mouvement. Puis j'ai tiré le chien en arrière, j'ai basculé mon torse vers l'avant pour m'aider à tirer le chien. En tenant l'arme, j'ai un peu basculé vers l'avant. Je voulais faire entendre le bruit de la détente à Soraya. Je voulais qu'elle me dise d'arrêter et qu'elle ne parte pas. Il précisera par la suite, j'étais sous à un point de ne pas savoir trop quoi faire. J'ai perdu le contrôle, mais j'étais en état de comprendre ce que me disait Soraya, qu'il qualifie au passage de femme de sa vie. Il précise que c'est lui seul qui est sorti de la caravane, qu'il a effectué ce geste machinalement et qu'il s'est effondré ensuite à l'extérieur sans trop savoir comment et qu'il ne sait plus véritablement ce qui s'est passé par la suite. Il a été interrogé sur son addiction, il a été interrogé sur les propos de Soraya Miranda indiquant qu'il avait déjà dans le passé évoqué de possibles passages à l'acte. Il ne s'en souvient pas et il dit qu'il serait incapable de se faire du mal. Alors, cette affaire, elle est assez étrange parce qu'on a une Soraya qui donne sa version des faits, qui semble être corroborée par Kenji lui-même lorsqu'il dit que la peur de perdre sa femme l'a poussé à commettre l'impensable. Alors, premièrement, en termes généraux, les histoires comme ça de chantage au chantage au TS, c'est courant. C'est courant, c'est des choses qui arrivent régulièrement dans certains couples. Surtout quand la personne ne va pas bien et quand, en plus, on ajoute à ça des addictions, c'est très compliqué. Cette histoire montre également que, ma foi, la gloire et l'argent ne font absolument pas le bonheur. Ça montre également à quel point certaines différences peuvent être la force d'un couple, mais également le détruire. Soraya, c'est une fille discrète qui aime sa vie tranquille, peinarde, stable, et malheureusement, Kenji, avec
son mode de vie gitan et son travail lui apportait une certaine instabilité. Mais le problème, c'est que maintenant, il y a un enfant qui est là. Ils ont mis un enfant en route. L'enfant est né, etc. Il a grandi. Donc, il faut le prendre en considération et ça devient très compliqué. Souvent, les couples vont très bien. Tout va bien tant qu'ils sont deux. Mais dès qu'un enfant arrive, ça devient beaucoup plus compliqué. Que Kenji ait commencé à sombrer dans les addictions à cause de sa relation qui bat de l'aile, je peux dire que de toute façon, dès lors que Soraya n'a pas été acceptée par la communauté gitane dès le départ parce qu'elle était différente, ça sentait le roussi. En général, dans les communautés gitanes, ça ne dure pas bien longtemps, les couples comme ça, quand la dame n'est pas gitane, vraiment. Est-ce que la famille, quelque part, sans le vouloir, a contribué à briser la relation entre Kenji et sa femme? Je dirais peut-être, ou en tout cas sûrement. Il y a de grandes chances que ça y ait joué un rôle, que Soraya ne se sente pas à l'aise, ne se sente pas acceptée. On est ras-le-bol de cette vie-là, de voir régulièrement des personnes qui ne l'acceptent pas, qui ne l'aiment pas, qui ne veulent pas d'elle. Ça doit être pesant à la langue. Maintenant, pourquoi est-ce que Kenji a changé 2 fois de version? Est-ce qu'il n'essaierait pas de couvrir Soraya? C'est quand même assez étrange. C'est l'impression que ça donne. Mais dès lors que l'enquête a révélé qu'il n'y a aucune preuve qu'elle ait une quelconque responsabilité dans cette histoire, bon, bah, elle est innocente, ok? Mais c'est vrai que cette façon qu'il a de changer de version tout le temps, beaucoup de gens peuvent se demander est-ce qu'il n'est pas en train de la couvrir? Bref. Mais par contre, ce que moi je trouve étonnant, c'est que Soraya, elle dit que Kenji a sombré depuis que leur couple bat de l'aile. Et que Kenji aurait régulièrement dit qu'il voulait mettre fin à ses jours. Kenji ne s'en souvient pas de ça. Il dit, je ne m'en souviens pas, je ne me souviens pas avoir dit ça. C'est parole contre parole. Qui ment et qui dit la vérité. En tout cas, quoi qu'il en soit, il est sûr, une chose est sûre, c'est que l'image du gendre idéal que Kenji s'est forgé, et je suis sûre que c'est une bonne personne, hein, au fil de sa carrière, est en train de solidement s'effriter. C'est pas très joli de le voir dans cette situation. Et honnêtement, moi, ça me fait de la peine parce que c'est un homme que j'aime bien. Je pense que c'est une véritable gentille personne. Et son addiction à sa relation, l'amour qu'il a pour sa compagne, sans compter que maintenant, ils ont une fille. Après, je peux comprendre que Soraya, elle en est ras-le-bol. Un homme déjà qui est tout le temps par monts et par vaux, qui rentre tard la nuit, qui a un mode de vie qui ne lui plaît pas, dans une famille, issue d'une famille qui ne l'accepte pas. En plus, cet homme-là, bah, il commence à avoir des addictions. Toutes les femmes qui ont vécu ou qui vivent avec un homme qui est addict peuvent dire à quel point c'est dur, c'est vraiment dur. Et quand il y a un enfant au milieu, c'est compliqué. Donc, je comprends qu'elles veulent le quitter. Ce que je comprends, moi, c'est que lui, il ne se souvient pas avoir déjà fait ou avoir déjà dit qu'il voulait mettre fin à ses jours. Et pourquoi est-ce que là, il le fait? S'il dit au procureur, j'ai jamais eu l'intention de mettre fin à mes jours, mais là, il dit qu'il l'a fait. Enfin, du moins qu'il a fait semblant. Et une chose que je ne comprends pas, c'est que si son but à Kenji, c'était juste d'effrayer Soraya et de simuler une TS, pourquoi ne pas avoir tiré en l'air? Pourquoi avoir tiré sur lui-même? En plus, sachant que la blessure, elle était à quelques centimètres de ses poumons, il me semble, d'après les premières informations. C'est-à-dire qu'à quelques centimètres près, Kenji décédait. La blessure était extrêmement grave d'après les pompiers. Même si son pronostic vital n'était pas engagé, la blessure était quand même assez grave. Est-ce qu'une personne irait jusque-là, jusqu'à risquer, sachant que je ne pense pas que Kenji soit un expert de la biologie du corps humain, comme c'est le cas de 90% de la population, dont moi, je ne suis pas experte, hein, je ne connais pas par cœur les emplacements des organes humains, où se trouve exactement à quelques centimètres près, pour que je ne suis pas experte au point de savoir que si je place un pétard à tel endroit, au niveau de mes organes vitaux, à tel centimètre, je vais pas décéder. Je serais incapable de le dire, en fait. C'était assez précis, suffisamment pour lui faire mal et pour l'ouvrir le thorax, mais pas assez proche pour qu'il canne. Il serait allé jusque-là pour ça? On dirait c'est possible, hein, t'en as qui font bien pire. Bon, bref, en tout cas, voilà, c'est tout pour cette affaire, mes chéris. Maintenant, ce que je vais faire, et j'espère entériner ce format une bonne fois pour toutes et le faire plus régulièrement, on va se reprendre dans quelques instants pour un débat sur
l'actualité de ces derniers jours. La GPA et l'affaire Kenji, je vous laisserai la parole. OK? Alors, à tout de suite en live. Bisous, mes chéris.